Allez, on s'y met. Bienvenue dans ce décryptage complet de l'unité IG1 du NEBOSH. Si on s'intéresse à la sécurité au travail, c'est vraiment le socle incontournable. C'est la base absolue de toutes les pratiques modernes en matière de santé et de sécurité. Alors, plongeons ensemble dans ce guide d'études pour vraiment comprendre de quoi il en retourne. Mais avant d'aller plus loin, regardez un peu ce chiffre. 2,75 millions. C'est complètement fou, non? Selon l'Organisation internationale du travail, c'est le nombre de personnes qui perdent la vie chaque année dans le monde à cause d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Pour vous donner une idée, c'est littéralement la population entière d'une grande ville qui disparaît tous les ans. C'est une statistique qui fait l'effet d'un électrochoc, mais elle montre exactement pourquoi ce qu'on va voir aujourd'hui est d'une importance capitale. Gérer la sécurité, ce n'est vraiment pas qu'une histoire de paperasse ou de cases à cocher. C'est littéralement sauver des vies. Bon, alors, comment on va aborder tout ça? C'est très simple, on va suivre les éléments du programme, un par un. D'abord, l'importance de la sécurité, puis les systèmes de gestion, l'évaluation et la gestion des risques, la surveillance et la mesure, pour arriver à notre objectif ultime, la certification NEBOSH. On attaque donc tout de suite avec le premier grand chapitre, l'importance de la sécurité. En fait, il y a 3 vraies raisons pour lesquelles on doit gérer la sécurité de manière proactive. Tout commence par la morale. Et oui, c'est juste inacceptable qu'une personne ait gagné sa vie le matin et rentre chez elle blessée ou pire. C'est un devoir moral envers les équipes. Ensuite, si l'argument moral ne suffit pas, il y a l'argument financier. Un accident, ça coûte une fortune. Ça peut littéralement couler une entreprise. Et enfin, on a la dimension légale. On ne fait pas ce qu'on veut, il existe des cadres internationaux ultra stricts, comme la fameuse convention C155 de l'OIT, qui impose des règles claires sous peine de très lourdes sanctions. Et là, ce qui est super intéressant à comprendre, c'est l'écart gigantesque entre les coûts assurés et les coûts non assurés. C'est un peu le principe de l'iceberg. On a tendance à se focaliser sur la partie visible, genre les dégâts matériels ou les frais médicaux qui vont être remboursés par l'assurance. Mais le vrai danger, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ces coûts invisibles et non assurés. Les retards de production qui s'enchaînent, le temps perdu dans les enquêtes, l'impact désastreux sur le moral des équipes et surtout, la perte de réputation. Ces coûts-là, personne ne vous les remboursera. Et c'est exactement ça qui peut paralyser une organisation. Chapitre 2. Les systèmes de gestion. Ok, on sait pourquoi la sécurité est vitale. Mais concrètement, comment on met ça en place sur le terrain? La réponse, c'est ce cycle que vous connaissez peut-être, le fameux PDCA. Planifier, faire, vérifier, agir. Les grandes normes, comme l'ISO 45001, reposent toutes là-dessus. L'idée est hyper logique. On planifie nos actions, on les exécute sur le terrain, on vérifie si ça marche vraiment et ensuite on agit pour corriger le tir. Mais attention, cette dernière étape, le agir, elle est absolument non négociable. C'est ce qui fait que votre système est vivant et s'améliore. Sans ça, vos belles procédures vont juste prendre la poussière. Et au tout début de ce système, on trouve la politique de santé et de sécurité. C'est la fondation, le moteur de la prévention dans une boîte. Elle se découpe en 3 morceaux. La déclaration d'intention générale, qui donne la direction à suivre. Ensuite, l'organisation, pour savoir très clairement qui fait quoi dans la chaîne de commandement. Et enfin, les dispositions, qui sont les règles du quotidien. Mais je vais vous dire un secret. Si la haute direction n'est pas 100% derrière ça, et de manière très visible, cette politique ne vaudra pas plus que le papier sur lequel elle est imprimée. Allez, on passe au 3e chapitre, l'évaluation et la gestion des risques. Là, on quitte un peu les grands systèmes pour s'intéresser à l'humain. Parce qu'au final, la sécurité, c'est une question de culture d'entreprise. Dans un environnement avec une culture positive, tout le monde respecte les règles. On communique clairement. Les équipes s'investissent. À l'opposé, une culture négative, c'est la cata. Les règles sont ignorées, l'absentéisme explose et on manque cruellement de moyens. C'est typiquement le genre d'endroit où quelqu'un va enlever ses lunettes de protection juste pour gagner 10 secondes sur une machine. Au quotidien, ce sont vos collègues et vos managers qui façonnent cette culture. Et la pièce maîtresse de cette culture préventive, c'est l'évaluation des risques. Alors oui, ça a l'air très formel comme ça. C'est le processus qui consiste à identifier les dangers, évaluer les risques et décider des précautions à prendre. Mais ce n'est pas juste de la paperasse pour faire plaisir aux inspecteurs, c'est le bouclier de l'entreprise, la barrière ultime pour éviter qu'un drame ne se produise. Si on décompose, c'est un déroulé super logique en 5 étapes. 1. On scanne l'environnement pour repérer les dangers. 2. On identifie précisément qui pourrait se retrouver dans la ligne de mire. 3. On évalue le niveau du risque. 4. On choisit nos parades, on enregistre tout ça et on l'applique. Et 5, très important, on réexamine régulièrement pour s'assurer que c'est toujours pertinent.
Et ça illustre parfaitement comment on calcule ce fameux risque. En fait, c'est tout bête, c'est la probabilité qu'un événement arrive, multipliée par la gravité des conséquences. C'est exactement comme lancer des dés. Il y a toujours une part d'aléatoire, mais le but, c'est de mettre un score là-dessus. Si on a de fortes chances qu'un accident se produise et que les blessures risquent d'être très graves, alors on ne discute plus. Corriger le problème devient une urgence vitale et immédiate. Ce qui nous amène naturellement au chapitre 4, la surveillance et la mesure. Avoir des règles, c'est bien. Mais comment on s'assure qu'elles fonctionnent sur la durée? Il y a deux écoles ici. La surveillance active, d'un côté, ça, c'est faire des inspections, traquer les dangers pour empêcher l'accident avant même qu'il ne se produise. On est dans la proactivité. De l'autre côté, on a la surveillance réactive. Là, on attend que ça casse. On analyse les rapports d'accident ou les arrêts maladie après coup. La différence est cruciale. L'une regarde la route devant pour éviter les nids de poules, l'autre regarde dans le rétroviseur pour comprendre pourquoi on a crevé. Et pour couronner le tout, on a l'audit de sécurité. Attention à ne pas confondre avec une simple inspection. Pour vous donner une image, l'inspection, c'est faire le tour de sa voiture pour voir si les pneus sont bien gonflés. L'audit, c'est sortir la caisse à outils, démonter le moteur de A à Z et vérifier que chaque petite pièce fonctionne avec le reste. C'est une évaluation totalement indépendante et critique qui permet de garantir que l'organisation est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Et nous voici arrivés à notre dernier chapitre, l'objectif de la certification NEBOSH. Maîtriser ses connaissances ne sert pas qu'à réussir un examen. Cela sauve des vies et bâtit des carrières. C'est fort, n'est-ce pas? Mais c'est tellement vrai. Décrocher cette certification IG1, ça ne vous donne pas juste un beau diplôme à encadrer, ça vous transforme en un véritable catalyseur de sécurité. Les compétences que vous allez acquérir vont avoir un impact concret, direct sur le terrain. Elles vont littéralement protéger des centaines de personnes au quotidien. Et oui, le leadership en sécurité commence ici, avec ses fondamentaux. Le monde du travail n'arrête pas de changer, de se complexifier, et il demande une expertise sans faille. En s'appropriant ce guide, on ne se contente pas d'apprendre des règles, on devient la personne dont la vision va façonner l'avenir de toute une équipe. Alors, je vous laisse sur cette réflexion. Face aux défis de demain, quel type de leader de la sécurité allez-vous devenir pour vraiment transformer votre organisation ?